Japon fais-moi peur, un podcast sur l'univers du Kaidan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire merci pour tous vos messages suite au dernier épisode. Mais ne vous en faites pas trop, je vais mieux, un peu mieux. Je vais reprendre mes séances par onde de choc, puisque j'ai dû les arrêter durant mon séjour en France. Et j'espère que d'ici quelques semaines ou quelques mois, je serai enfin débarrassée totalement de ces douleurs. En tout cas, sachez que je suis de retour et cette fois de façon plus régulière. Je vais déjà commencer par répondre à toutes vos questions laissées sous les épisodes et il y en a un paquet. Mais j'ai aussi décidé que de temps en temps, je répondrai à une question directement dans le podcast et je vais me lancer dès maintenant. Il y a quelques temps, on m'a demandé si je comptais un jour vous raconter mes histoires, mes propres histoires. Alors, j'ai bien quelques story time, comme on dit sur les réseaux, à vous raconter, comme celle de l'épisode du Ula Hakushu. Et là, j'ai pu vous raconter cette histoire parce qu'elle faisait partie du thème. Pour les autres, pour le moment, il n'y a aucun thème qui correspond et puis c'est pas assez long pour en faire un épisode. Puis aussi, certaines histoires ne se passent pas au Japon. Donc là, on serait totalement hors sujet car je sais que vous êtes là principalement pour le Japon. Par contre, j'aimerais, comme Junji Nagawa et bien d'autres conteurs au Japon, rencontrer des gens, écouter leurs histoires et ensuite vous les transmettre. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée, il y a encore beaucoup d'étapes avant d'en arriver là, mais qui sait, on verra bien ce que l'avenir réserve au podcast. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'adore être là pour vous raconter toutes ces histoires. Et justement, aujourd'hui, je vais vous en raconter une de Junji Nagawa. Voilà, que je ne vous présente plus. J'apprécie énormément son travail et je pense que vous êtes beaucoup aussi à apprécier ce qu'il fait. Allez, on y va. Épisode 60. Le village des sacrifiés. À Shizuoka, j'ai une connaissance, un homme nommé Kiguchizawa. C'est un grand amateur de photographie et son passe-temps consiste, pendant ses jours de congé, à partir à travers tout le Japon. Son appareil photo en main pour capturer tout ce qui attire son attention, sans destination particulière. Parfois, des choses étranges apparaissent sur ses photos. Quand cela arrive, il me les envoie en me disant « Ne serait-ce pas un fantôme ?» Cependant, la plupart du temps, ces photos ne sont que des phénomènes naturels ou des coïncidences. Mais il semble s'amuser avec ça et il continue de m'envoyer des photos sans se lasser. C'est une histoire que cette personne m'a racontée. C'est une expérience vécue par un ami de son fils, alors collégien. Appelons cet ami N-kun. Ce jour-là, N-kun était avec ses parents. Il était assis sur le siège passager d'un camion qui transportait du poisson congelé. Le camion roulait sur une petite route départementale cahoteuse en direction d'une ville connue pour son magnifique lac entouré de montagnes. C'était donc une route de montagne et il n'y avait presque pas d'éclairage. De plus, cette nuit-là marquait une éclipse lunaire totale, la première en 3 ans. Le ciel était dégagé, mais la lune était masquée et seule une lumière faible éclairait les environs. Se sentant un peu inquiet, il regardait à travers la vitre lorsque le camion s'arrêta soudainement sur le bas-côté. Il semblait y avoir une panne. Le conducteur, son père, marmonnait quelque chose, mais ses propos étaient incompréhensibles. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait aucune voiture devant ou derrière eux.
Ils ne pouvaient pas appeler à l'aide car leur téléphone n'avait pas de réseau. Autant dire qu'ils étaient complètement isolés dans la montagne. Tout à coup, son regard se posa sur une lumière visible dans l'obscurité, plus bas, dans la vallée. C'était un petit village de montagne. Les maisons semblaient anciennes. Bien que les lumières des maisons soient toutes allumées, aucune personne ne semblait être dehors. À l'entrée du village, il y avait un panneau d'affichage qui portait l'inscription « Panneau d'affichage du village d'Akasabi ». Sur le panneau, une seule affiche était accrochée. Elle montrait le visage flou d'une jeune fille, imprimée avec un procédé ancien appelé gariban. Ce n'était pas une photocopie moderne, mais une technique d'impression rare de nos jours. Elle donne un aspect nostalgique dû au floutage et à la nuance violette ou bleue des photos. En observant cette affiche de recherche, il ressentit un frisson inhabituel malgré la chaleur estivale. « Quel endroit effrayant !» se dit-il. Enkun commença à regretter d'être venu seul dans ce village, mais se plaindre ne servait à rien. Il entra plus profondément dans le village et trouva une enseigne indiquant « Réparation et entretien automobile ». En espérant trouver de l'aide, il appela à voix haute. « Excusez-moi, excusez-moi, notre camion est tombé en panne sur la route. Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. En fait, depuis tout à l'heure, il ne ressentait aucune présence humaine. Le village était étrangement silencieux. Même les insectes qui devraient être bruyants dans un tel endroit ne faisaient aucun bruit. Il n'y avait absolument aucun mouvement. Il commença à avoir peur. Peut-être devrais-je retourner au camion, se dit Enkun. Il retourna sur ses pas pour quitter le village. Mais peu importe combien il marchait, il ne pouvait pas sortir du village. Et finalement, il se retrouva à nouveau devant l'atelier de réparation. C'était impossible. Il se rendit compte qu'il tournait en rond. « C'est absurde, je n'ai fait que marcher tout droit », dit Enkun à voix haute. C'est alors qu'il remarqua de nouveau le panneau d'affichage. Quelque chose était différent. Tiens, il y en a deux maintenant. La première, celle qu'il avait vue plus tôt, avait été marquée d'une grande croix rouge. À côté, une nouvelle affiche montrait le visage flou d'une autre jeune fille. Mais qu'est-ce que c'est ? Qui est-ce qui a pu faire ça et quand ? C'est à ce moment-là qu'il entendit des voix chuchoter derrière lui. « On a trouvé le corps derrière le manoir. C'est tellement tragique. » Ces voix semblaient provenir d'une maison proche. Soulagé de constater qu'il y avait bien des gens dans le village, il se dirigea vers cette maison et sonna à la porte. « Excusez-moi, il y a quelqu'un ?» Mais encore une fois, il n'y avait aucune réponse. Pourtant, il était certain que les voix provenaient de cette maison. Avec une pointe de nervosité, il poussa la porte et pénétra à l'intérieur. Les lumières étaient allumées, mais il n'y avait aucune présence humaine. Il vérifia pièce par pièce, mais elles étaient toutes vides. Dans le salon, une petite table basse était dressée. Dessus, des plats fraîchement cuisinés dégageaient encore de la vapeur. Légumes mijotés, herbes sauvages bouillies et un bol de riz tout chaud. Le repas semblait prêt, mais personne n'était là pour le manger. Soudain, un vieux téléviseur arrondi s'alluma tout seul. Une image en noir et blanc apparut et une voix annonça. Dans le village d'Akasabi, un deuxième corps a été découvert ce matin. Surpris, Enkun fixa le téléviseur. Quoi ? Il parle du village où je suis en ce moment ? Confus, il se tourna vers un journal posé à côté de la table. En vérifiant la date imprimée dessus, il retint son souffle. 10 juillet 1965. Terrifié, il quitta précipitamment la maison. Bien qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, une chose était certaine. Il n'était plus dans le monde normal. Il devait absolument quitter cet endroit, mais peu importe combien il marchait, il ne pouvait pas sortir du village. Et cette fois, il y avait 3 affiches. Toutes les affiches précédentes étaient marquées d'une croix rouge. Et à chaque fois qu'il repassait devant, une nouvelle affiche apparaissait. Mais combien de temps ça va continuer ?
Il tenta de réfléchir calmement, mais l'apparition soudaine de nouvelles affiches accéléra son sentiment de panique. Toutes représentaient des jeunes filles disparues et chaque affiche marquée d'une croix rouge semblait signifier que leur destin tragique avait été scellé. Alors qu'il fixait les affiches, un bruit léger derrière lui attira son attention. Il tourna la tête, juste à temps pour apercevoir une ombre bouger rapidement dans son champ de vision. Il y a quelqu'un d'autre ? C'était la première fois qu'il voyait une silhouette humaine depuis son arrivée au village. En dépit de la peur qui le paralysait, il décida de suivre cette ombre. Son cœur battait de plus en plus fort, résonnant dans ses oreilles. Est-ce que je cours après une personne ou quelque chose d'autre ? L'ombre disparut derrière un virage. N-kun tourna à son tour le coin. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Devant lui s'étendait une gigantesque mare de sang. Le sol semblait imbibé d'un liquide rouge vif. Au centre, une fois ensanglanté était planté droit dans le sol. Un journal emporté par le vent flotta jusqu'à ses pieds. En le ramassant, il lut un article qui disait « 25 juillet 1965. Le 4e corps d'une jeune fille a été découvert dans une ruelle d'Akasabi. La faux utilisée dans les meurtres a également été retrouvée. » Est-ce que je suis en train de revivre les meurtres de 1965 ? Se dit N-kun. Cette pensée le glaça d'effroi. Il comprit que ce village était maudit, piégé dans une boucle temporelle, et qu'il ne pourrait peut-être pas s'en échapper. Alors qu'il cherchait un moyen de fuir, il remarqua que l'eau commençait à monter. En courant, il arriva devant une ancienne école en bois située sur une petite colline. De là, il pouvait voir que tout le village était submergé par l'eau. Un haut-parleur résonna soudain. « Avis à tous les habitants, la montée des eaux du barrage commencera sous peu. » Alors que l'eau atteignait ses genoux, puis sa taille, il réalisa que probablement il ne pourrait pas s'en sortir. N-kun perdit connaissance. Quand il se réveilla, il était allongé sur les rives d'un lac artificiel. Le village avait disparu, englouti sous les eaux du barrage. En cherchant des archives sur Akasabi, il ne trouva aucune trace du village, ni des meurtres. Pourtant, même aujourd'hui, il est convaincu que ce village réapparaît à chaque éclipse lunaire et qu'il réclame de nouvelles victimes. Oshimai. J'espère que cette histoire vous a plu. Je ne sais pas vous, mais cette histoire m'a rappelé un peu le début du film Le voyage de Chihiro des studios Ghibli. Au tout début du film, Chihiro est en voiture avec ses parents et il se retrouve devant un tunnel. Il décide de le traverser à pied parce que, si je me souviens bien, leur voiture ne passe pas. Et à partir de là, il bascule dans un autre monde et l'histoire commence. Alors bien sûr, le voyage de Chihiro ne part pas du tout dans l'horreur comme ce que je viens de vous raconter, mais ça m'a quand même rappelé le concept de Kamikakushi, être enlevé par les esprits. Et on le retrouve dans le titre japonais et original, Sento Chihiro no Kamikakushi, qui en fait veut dire l'enlèvement de Chihiro par les esprits. Ouais, c'est autre chose que le titre français. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça. Comment les traductions des titres en français sont souvent à côté de la plaque et nous induisent en erreur dans le sujet du film. Là, par exemple, je trouve que ils auraient très bien pu garder ce titre. Hein. Ça correspond bien plus à l'histoire que l'on découvre. Enfin bref, le Kamikakushi est un sujet qui est très dense et il faudrait un épisode entier pour vous l'expliquer. Peut-être que j'en ferai un jour. En tout cas, mon mari en a déjà parlé en anglais dans Japan Makes Me Scared. Donc, si ça vous intéresse, que vous ne voulez pas attendre, allez voir sur son podcast. Tout ça pour dire que peut-être qu'à un moment donné, N-kun
a été enlevé par des esprits. Les esprits des jeunes victimes du village ou du tueur, qui sait. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me faire part de vos hypothèses en commentaire du podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à commenter et à noter le podcast. En tout cas, merci à vous d'être là et voilà, de m'avoir écouté jusqu'à présent. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.